Voilà, donc j'ai le plaisir de rencontrer Patrick Vivier, qui s'est spécialisé dans le domaine du bien-être par le biais de la fabrication de certains appareils de mesure qui permettent d'objectiver le travail en amont et en aval que vous engagez. Des professionnels, puisque ces outils sont destinés aux professionnels. Alors les professionnels, c'est qui les professionnels? Ça peut être des psychologues, des coachs, des préparateurs mentaux, des psychologues du sport, ainsi que des centres de thalassothérapie, des spas, des centres de bien-être. Alors qu'est-ce qu'on mesure avec ces appareils que vous avez élaborés? Le niveau de forme physique, mentale, émotionnelle, le niveau de stress, le niveau d'anxiété des personnes, les zones du corps qui sont en hyper ou en hypo-fonctionnement, et ensuite ça permet de donner un certain nombre de préconisations pour améliorer cet état. Alors, ce qui est le plus intriguant, c'est le mental. Comment fait-on pour mesurer l'état mental d'une personne? Le corps est une projection du cerveau. Et à partir de 180 zones du corps qui sont mesurées, nous savons, grâce aux techniques de la médecine énergétique, reconstituer l'état mental de la personne. Au moment où elle vient. Voilà. Exactement. D'accord. Je vous prends faire l'expérience sur vous tout à l'heure. Oui, peut-être. Pourquoi pas. Souvent, je me présente comme cobaye dans ce genre d'entretien. Et donc, finalement, l'état mental, il est donc censé justement évoluer au cours de la cure, en quelque sorte. Complètement. On passe notre vie à être tantôt dans le néocortex, tantôt dans le cerveau reptilien, avec un intermédiaire qui est le cerveau limbique. Soit vous êtes en pleine forme, très tourné sur un projet, en train de penser à des choses nouvelles et vous êtes dans le néocortex, je simplifie bien. Soit vous êtes préoccupé par quelque chose, vous ruminez et vous êtes dans le cerveau reptilien. Et alors quel est le but? Quel est le changement qui est censé être souhaité? Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer précisément? C'est toujours être dans le flow, dans l'optimisation de nos moyens, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels. Alors que par exemple, est-ce qu'il y a si on fait un cliché avant et après, l'amélioration, elle sera déterminée par quel changement dans l'image? Ce ne sera pas forcément un avant-après. Si on travaille sur le physique, ça peut donner tout de suite un avant-après. Et si vous êtes quelqu'un qui est profondément préoccupé, il faudra peut-être que le psychologue qui travaille sur lui fasse un certain nombre de séances avant que la personne commence à aller mieux. Oui. Et alors vous pensez, donc actuellement, quelle est la situation actuellement? Est-ce que les praticiens de la psychologie du bien-être, est-ce qu'ils ont commencé à comprendre l'intérêt de ce genre d'équipement? En fait, il y a deux sortes de praticiens. Il y a ceux qui vont vous dire, je n'ai pas fait 10 ans d'études pour me faire remplacer par une machine, alors que la machine a été faite pour eux. Et puis il y en a qui se disent, mais effectivement, il me manque ce côté objectivant pour assurer mes patients. Oui. Et leur donner plus d'impact à ce que je leur raconte. C'est le côté vraiment un peu magique, entre guillemets, de la machine. La machine qui vous raconte quelque chose et qui le fixe sur le papier. Donc on arrive quand même à une forme de révolution dans la conception du métier, quelque part, un peu comme Brelet. Enfin, je veux dire, c'est comme vous dites vous-même, la résistance, c'est la mise en question d'un bagage, d'un savoir-faire qui doit être renouvelé et repensé. C'est la résistance au changement. Vous savez, ça a commencé avec ce que j'appelle le syndrome Jacquard. Oui, Jacquard a inventé le métier à tisser, oui. Et les soigneux lyonnais ont cassé sa machine. Oui. Après ça, il a inventé une machine à carder à la laine, et les lainiers ont cassé sa machine à carder à la laine, Oui. parce qu'ils avaient peur du chômage. Eh bien, c'est un peu pareil, il y a des gens qui sont prêts à la remise en question. Alors, la plupart des psychothérapeutes qui sont tournés vers les TCC, les techniques comportementales et cognitives, sont prêts à apprécier énormément ce genre d'outils. Alors que les psychothérapeutes plus classiques, qui ont d'habitude de thérapie longue, vont être moins ouverts à ce genre de techniques. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est plutôt pour certaines professions qui leur permettent d'aller plus loin dans leur travail et d'avancer davantage dans le domaine du psychique. Donc ces personnes qui travaillent surtout sur le physique, là maintenant elles ont une ouverture plus grande, alors que ceux qui étaient déjà dans le psychique, ça ne les intéresse pas tellement. Non, c'est les gens qui font des psychothérapies brèves, des techniques comportementales cognitives, qui sont aussi bien, qui font de l'hypnose, qui font de la sophrologie, qui font de l'EMDR, de l'EFT, sont immédiatement
très rapide. Par d'autre côté, vous avez les gens qui sont en travail dans le physique, que ce soit les ostéopathes, que ce soit certains types de kinésithérapeutes, que ce soit des centres de remise en forme ou des thalassothérapies. Ça leur permet de prescrire des cures sur mesure ou de vérifier immédiatement l'impact de ce qu'ils ont fait sur le corps de la personne. Alors, comment vous avez élaboré cet outil? Alors, ça vous a été comment? Quels sont les critères que vous avez utilisés? Et est-ce qu'éventuellement, vous auriez pu concevoir autrement votre outil? Est-ce que les critères que vous avez mis en avant, est-ce que ce sont les seuls qui existent? Comment vous avez fait vos choix? Il y a une infinité de techniques déjà qui permettent d'accéder à la connaissance de la personne. Nous avons choisi, nous, la bioimpédance. Alors pourquoi nous avons choisi la bioimpédance? Parce qu'un jour, j'ai un de mes amis médecins qui m'a présenté un outil, un médecin énergéticien qui m'a présenté un outil qui était dans la station spatiale Mir et qui permettait de faire des diagnostics médicaux. Et il m'en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Et une fois qu'il m'a présenté cela, moi-même je faisais de la recherche au niveau psychologique, je faisais de la recherche sur les dons déjà. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'on serait capable de voir ce qui se passe dans la tête des gens? Au départ, j'étais vraiment très tourné vers la partie psychologique. Et il a beaucoup réfléchi et il m'a dit oui, peut-être pas avec ce matériel-là, effectivement, mais avec ces principes-là. Et donc on a monté une équipe de chercheurs avec physiciens, informaticiens spécialisés dans les automatismes par Internet, médecins énergéticiens et des psychologues pour réaliser cet outil qui nous a pris plus de 3 ans. Mais alors, est-ce qu'on débouche sur une typologie? Avec cet outil, est-ce que l'on arrive avec plusieurs profils de personnalité? Volontairement, on a refusé toute typologie, de manière à accéder à la réalité profonde de chaque individu. Donc ça va être très individuel et c'est en fin de compte très universel. C'est l'être humain dans sa généralité. Tous les êtres humains ont un corps. Ils ont une tête, ils ont un cerveau, mais ils vont avoir des fonctionnements très différents avec certaines subtilités. En fait, pour la partie psychologique, on a utilisé différentes grilles de lecture. On a travaillé sur les 3 cerveaux versus Macklin et Cloninger. On a travaillé sur les psychoarchétypes jungiens à travers les empreintes comportementales. On a travaillé sur l'intelligence émotionnelle versus Goldman, sur introversion, extraversion et les relations à l'environnement versus Jung à nouveau, et ainsi que sur le stress et l'anxiété. Ça, c'est uniquement sur une application psychologique. Et ce qui est le passionnant, et ça a été mon boulot pendant plusieurs années, c'est de créer des passerelles entre chacune de ces grilles de lecture qui permettent, en mesurant des choses différentes, de recouper l'individu. Donc on fait un portrait très personnel, finalement, au bout du compte. Complètement personnel, ça vous donne une photo de l'instant, mais on a également les grandes tendances de la personne. Mais alors, on arrive quand même je reviens un peu sur cette idée, on arrive quand même à pouvoir classer ces portraits personnels. Il y a quand même des points communs entre les uns et les autres. Il y a donc des catégories qui apparaissent. Pourquoi faire des catégories? C'est pas l'objectif. Non, mais je veux dire, il y a quand même des tendances propres. Je ne sais pas, prenons un exemple qui m'est cher pour différentes raisons, les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le mode de mesure que vous avez qui distinguerait quelque part les uns et les autres? Les femmes sont un peu plus affectives que les hommes. Ça apparaît dans vos appareils? Ça apparaît, oui. On le voit à travers la mesure du cerveau limbique et du besoin de récompense et de reconnaissance. Voilà. Mais vous avez des femmes qui ont toutes leurs émotions à l'intérieur et des hommes qui ont un besoin de récompense et de reconnaissance énorme. Donc vous voyez, ce n'est pas discriminant. Et alors, en fait, en nous, on a des énergies masculines et féminines dans chaque individu. Et c'est l'équilibre de ces énergies qui est intéressant. Et est-ce que vous tenez compte, c'est une question qui nous intéresse, nous, dans notre chaîne, de la cyclicité? Est-ce que les gens sont toujours est-ce que ça fonctionne toujours de la même manière chez quelqu'un? Nous sommes profondément instables. Oui. Pour moi, l'équilibre n'est qu'une étape entre 2 déséquilibres. Et cette instabilité, bien, je veux dire, je vous mesure, vous êtes bien, vous êtes dans néocortical, tout va bien, vous avez un appel téléphonique et vous recevez une mauvaise nouvelle, tout de suite, je vais vous retrouver dans le quotidien. Nous passons notre temps à changer. En fait, nous avons beaucoup travaillé sur la notion de sous-personnalité. Ça recoupe les travaux de Hall et Sidraston. Et en fait, on va mesurer différentes sous-personnalités chez une personne qui correspondent à ces différents moments.
Donc, pour faire une petite parenthèse, c'est pas avec cet outil qu'on va distinguer si on parle d'astrologie par exemple, on va pas valider aucune typologie par ce genre de procédé en fin de compte. Donc, on ne va pas dire les gens de telle et telle catégorie ont tel profil au niveau de votre appareil. Ça pourrait être envisagé, on ne sait jamais. On pourrait imaginer que quelqu'un arrive à trouver un critère qui ferait que votre appareil fasse ressortir tel et tel. On ne peut pas dire a priori que ce n'est pas possible. On pourrait ressortir des tendances collectives, et pas une vraie typologie. Alors, les tendances collectives, est-ce que ça pourrait concerner, par exemple, le fait d'habiter en ville ou à la campagne, ou en France ou en Allemagne? Est-ce que ça peut être lié à la culture environnante? Ce sont plus des tendances comportementales collectives. Oui. C'est intéressant, par exemple, quand on mesure un comité de direction, quand on mesure une équipe de football ou de rugby, on va voir un certain nombre de tendances, et justement, on va voir l'équilibre ou le déséquilibre. Alors, donc, la question du traitement, ça n'est pas directement. Est-ce que vous travaillez aussi sur justement, une fois que vous diagnostiquez, vous-même, vous avez un processus d'intervention? On ne fait surtout pas de médical. Oui. Non, ces machines sont destinées aux professionnels. Voilà, c'est ça. On va donner aux professionnels un certain nombre d'indications, de conseils, de préconisations en fonction de ce qui nous a été demandé. Par exemple, quand on met une machine dans une thalassothérapie, je vous montrerai un film tout à l'heure qui a été tourné dans une thalassothérapie, on va scanner la personne et on va dire, ben voilà, cette personne est comme ça en ce moment, elle est fatiguée, elle est préoccupée, elle est stressée, elle a besoin de détendre telle et telle zone, on a besoin qu'on détende telle ou telle zone de son corps, et éventuellement, on va rajouter qu'il faudrait qu'il fasse attention à son alimentation. Par exemple. Et puis, on va conseiller tel type de massage ou tel type de soins. Ça peut aller jusqu'à la clé sur une thalassothérapie. Ce qui permet à certains clients maintenant d'avoir des cures sur mesure. Une forme de prescription, quelque part. Exactement. Donc vous avez quand même cette possibilité d'orienter un petit peu, par rapport à ce que vous avez observé, d'orienter un petit peu les possibilités de développement, d'évolution. Prescription non médicale. On a beaucoup travaillé sur le stress en entreprise. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de techniques qui étaient mal connues par les gens qui s'occupaient du stress en entreprise. Donc on est arrivé à certaines prescriptions pour le stress et l'anxiété en général. Alors ça prend combien de temps ce genre d'utilisation? Il faut combien de temps pour mettre en œuvre ces techniques, ces appareils? Une question de quelques minutes, de quelques heures? Moins d'une minute. Ah bon. Donc, moins d'une minute. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne ça, enfin, sur des questions un peu naïves. Qu'est-ce qu'on va prendre? Où est-ce qu'on va capter l'information? On va l'installer sur un système. On va lui demander de poser ses deux pieds nus sur deux électrodes, ses deux mains nues sur deux électrodes. On va lui mettre deux électrodes sur le front. Donc déjà, avec ça, j'ai 30 dérivations primaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que les travaux de certains physiciens ont permis d'établir qu'à travers 6 électrodes, le courant allait se croiser sur 180 zones du corps. Et ces 180 zones sont identifiées par des algorithmes. La deuxième principe sur lequel on travaille, c'est celui de la résistivité du corps, c'est-à-dire au passage d'un courant. La résistivité du corps va de 2 kOhm à 1000 kOhm. C'est des énormes différences. Exactement. 1000 kOhm, c'est la résistivité d'un cadavre. Le courant ne passe plus du tout. Il y a plus de réactif. Et la normalité est 100 kOhm. Oui. C'est la moyenne. Plus ou moins 20. Entre 2 et 100 kOhm, le courant rencontre moins de résistance. Entre 100 et 1000 kOhm, le courant rencontre de plus en plus de résistance. 2 à 100 kOhm correspondent à, c'était corrélé à un état d'acidose. C'est que le pH du corps est soit acide, soit basique. Ça fait de réflexe. Non. Les gens réagissent. C'est un état d'acidose, c'est pas une réaction. C'est un état d'acidose. C'est le corps qui réagit, pas les gens. Et entre 100 et 1000 kOhm, ça va correspondre à un état d'alcalose. À partir de là, on est capable, grâce aux connaissances de la médecine énergétique, d'interpréter ce que racontent ces zones. Alors, qui va interpréter? Est-ce que ce genre de document est mis à la disposition des patients ou est-ce que c'est réservé aux praticiens? Alors ça dépend des applications. On a certaines applications qui sont uniquement destinées aux praticiens. D'autres applications
certaines comme relèvent de Heidi Flow, sont interprétables directement par la personne, parce qu'on a fait l'effort de beaucoup plus écrire les choses, et en plus on a mis à leur disposition sur Internet un livret explicatif. Mais si je comprends bien, sur Internet, ça peut faire apparaître certains dysfonctionnements. On ne se touche pas du tout au médical. Non, mais c'est interdit de faire du médical. Oui, j'ai bien compris, mais ça permet quand même de s'alerter sur certaines choses. Oui, par exemple, si je vois que vous avez une stabilité biophysique, c'est-à-dire le niveau d'énergie globale du corps, qui est très élevé, je sais que vous êtes très acide. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances pour que vous mangiez mal. Ouais. Donc, on va vous alerter sur le fait qu'il faut modifier votre alimentation. Oui, ouais. Donc ça, c'est une... Si au contraire, je constate que vous avez une stabilité biophysique qui est basse, oui. je vais vous poser la question, savoir si vous mangez bien, enfin moi, au praticien, de savoir si vous mangez bien, si vous dormez bien. Et bien souvent, on trouve des gens qui sont fatigués, qui sont très fatigués, et qui ont de moins en moins d'énergie. À partir de là, on va tirer des règles sur le fait qu'il faut que la personne dorme mieux, il faut que la personne s'alimente mieux. Donc c'est un peu une amélioration, c'est un peu comme le fait de prendre l'attention de quelqu'un. Ça permet d'aller beaucoup plus loin, mais c'est un peu le même principe au départ. C'est une tension plus profonde. Oui. Donc on peut imaginer qu'un certain nombre de praticiens, effectivement, passent à des outils plus sophistiqués que ceux dont ils disposent actuellement. Exactement, ça vient les conforter par rapport à leur vision première. Parce que, en fin de compte, c'est vrai que quand on prend l'attention de quelqu'un, ça permet déjà aux praticiens de dire un certain nombre de choses à la personne et déjà la conseiller. Donc, il est évident qu'avec ces informations que vous donnez, on peut aller encore plus loin dans le conseil, dans le diagnostic. Exactement, mais pas médical. Oui. Diagnostic bien-être, physique, mental et émotionnel. Mais alors, on arrive à l'idée qu'on pourrait, à la limite, mettre à disposition des gens eux-mêmes. Ça se fait de plus en plus. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette information récente, comme quoi, je ne sais pas, c'est au Japon qu'on a inventé des appareils qui permettent, on souffle dans un appareil et ça permet de savoir quels sont les problèmes de la personne. Enfin, on va très loin dans ce temps. Et ça, c'est presque quelque chose qui peut se vulgariser et se répandre presque C'est le quantifier self. C'est une technique qui se développe de plus en plus. Il y a des bracelets qui permettent de voir combien de kilomètres vous avez fait dans la journée, combien vous avez mangé de calories, comment vous avez dormi. Mais il faut faire attention à la gadgetisation. Oui. Il y a quelque temps, j'ai testé un appareil et on a fait un contrôle avec d'autres techniques et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un écart important entre ce qu'avait annoncé cet appareil et ce qu'on avait pu contrôler avec un outil étalonné. Oui. Donc ça vous permet de valider les autres outils proposés. Certains outils et certaines techniques. Par exemple, il nous arrivait de travailler sur des gens qui font du yoga et de voir les modifications énergétiques qui se passent dans le corps d'une personne qui fait du yoga. Oui, c'est ça. Donc ça permet, effectivement, au bout du compte, de montrer que ça sert à quelque chose, que telle pratique est utile et qu'il y a un travail qui avance. Exactement. Donc, effectivement, c'est une espèce de... C'est assez fascinant comme idée, n'est-ce pas, ce qui veut dire que, enfin moi j'ai plutôt une position inverse de celle-là, mais ça veut dire que l'homme on ne peut pas aller très loin sans ces appareils en fait. Oui, on peut aller très loin par la connaissance qu'on peut avoir de soi. Je connais des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux en Qigong, en Tai Chi, en énergétique, et qui ont une capacité d'autoconnaissance extraordinaire. Par exemple, les femmes ont une bien meilleure connaissance de leur corps que les hommes. Elles sont beaucoup plus attentives aux sensations, aux signaux qu'envoie le corps, alors que l'homme, aux hommes, on a souvent appris à ne pas s'écouter. D'accord, oui, c'est intéressant, mais ça c'est d'autres. Et d'ailleurs, on se rend compte que quand on mesure des femmes, celles-ci reconnaissent tout de suite un certain nombre de choses que nous leur indiquons, alors que les hommes sont beaucoup plus étonnés, parce que beaucoup plus coupés de leur corps et de leurs émotions. Oui, c'est intéressant. Et donc, effectivement, l'alimentation est un point sur lequel on peut travailler de manière efficace. La respiration, l'alimentation, le sport, le sommeil, le sourire, ce sont des techniques qui permettent de rester en bonne forme.
changer un tout petit peu de sujet, on peut parler, vous avez fait un ouvrage sur les dons. Ah oui, alors ça on vient de le terminer avec mon ami Chantal Desjardins, Oui. et il paraîtra chez Très Daniel au mois de septembre ou Oui. octobre. Et c'est un ouvrage qui a pour vocation d'amener les gens à se rencontrer eux-mêmes. À se rencontrer eux-mêmes parce que nous avons tous des dons, c'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage. L'éducation a fait que beaucoup de personnes n'ont pas pris conscience de ces dons, au contraire les ont remisés dans un coin. Et en faisant ça, ils se sont coupés d'eux-mêmes, et l'objectif c'est les amener à retrouver leurs dons pour se rencontrer eux-mêmes. La personnalité se crée par opposition ou par imitation. Ouais. Mais que je m'oppose ou que j'imite, dans les deux cas, je suis dépendant d'un référentiel externe. L'intérêt, c'est justement, à un moment donné, de dire, mais à quel moment suis-je moi? Et bien, entre autres, quand j'utilise mes dons, quand je rencontre mes dons, je suis moi. Et donc j'ai un vrai rapport avec moi-même. Alors ces dons, alors est-ce que ces dons, le mot don veut dire qu'on les a à la naissance, en quelque sorte? Le don est inné. Mais est-ce que nous n'avons pas les mêmes dons les uns et les autres, à votre avis? Je pense que nous avons tous une infinité de dons, mais en fonction de notre développement, notre vécu, notre environnement, nous avons développé, peut-être ce qu'on a dû faire sur Terre, nous avons développé certains dons plutôt que d'autres. Oui, mais est-ce que c'est pas le hasard qui a fait qu'on prend conscience, qu'on éveille davantage certains dons que d'autres? Est-ce que ça ne dépend pas de notre environnement, des modèles, des exemples que nous avons autour de nous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à notre nature initiale? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a des gens qui vivent un appel du don énorme. Par exemple, quelqu'un qui a un don de magnétiseur, très vite va en prendre conscience. Ouais. Quelqu'un qui a un don de médiumnité va très vite en prendre conscience. Alors qu'il y a d'autres dons dont on n'a pas forcément immédiatement conscience et qui vont se révéler à travers les expériences de la vie. Oui, bien sûr. Et alors, on peut les... donc, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'on peut les déterminer, ces dons? Comment fait-on pour en faire un inventaire? On peut les rencontrer. Les rencontrer. C'est un travail sur soi. Alors, pour certaines personnes, le don est à fleur de conscience, c'est-à-dire qu'ils utilisent déjà leur don sans en être conscients, et pour d'autres, le don a été profondément enfoui à travers le cadre rigoureux de l'éducation. Donc, dans ces cas-là, je me fais un peu l'avocat du diable, dans ces cas-là, on peut annoncer à quelqu'un un don dont il n'avait pas conscience. Bien sûr. Donc, on va l'éveiller à la recherche de ce don. Complètement, mais il y a des gens, il y a certaines alors, personnes... peut-être qu'il suffit de chercher le don pour le trouver, à la limite. Ce que l'on trouve sans chercher, c'est qu'on va les chercher sans trouver. Non, mais je veux dire que on peut toujours imaginer que, moi je me souviens encore une fois, continuer sur ce point, mais on peut imaginer que nous avons tous les dons possibles et imaginables et qu'il suffit de nous orienter vers tel don pour qu'on le développe en nous, pour qu'on le privilégie en nous. Ou est-ce qu'il est vraiment là en soi? Ils sont là parce que si on admet que l'être humain est universel, il a tous les dons. Donc le simple fait, si tel don se réveille ou pas, c'est simplement parce qu'on ne l'a pas suscité, ou on ne l'a pas éveillé, ou il n'y a pas eu de modèle. Par exemple, il faut très bien que les enfants qui vivent dans un environnement où on ne parle pas n'ont pas vraiment développé le don de la parole, par exemple. Hein. Dans un endroit où on ne fait pas de sport, ils ne risquent pas tellement de chercher en eux-mêmes des efforts physiques. L'environnement est très important. Donc là aussi, on crée un nouvel environnement, on crée un nouveau stimulus qui va forcément amener la personne à développer cette dimension. Il est clair que l'environnement va favoriser l'éclosion du don, mais certains dons peuvent éclore sans avoir un environnement particulier. Oui. C'est-à-dire sans que quoi que ce soit autour de soi. On a vu par exemple chez les médiums, souvent il y a des exemples familiaux. Oui. L'enfant a été témoin de certaines choses, et c'est souvent, c'est vrai que dans 80% des cas, les gens qui ont développé leur don de médiumnité ou de voyance, ils ont vu des choses de ce genre autour d'eux. Oui, non, il y a des gens qui peuvent développer ça suite à une MDE, par exemple. Oui. Et il y a Mozart fait partie d'une famille de musiciens, oui. mais il y a certains musiciens qui sont devenus musiciens sans être dans une famille de musiciens. Mais ils ont quand même dû entendre parler de la musique. Bien sûr, quelque chose. Donc
il y a l'environnement quand même Il y a musical. eu une attraction, mais une attraction spontanée dans la musique. Oui, oui, d'accord. Je vais vous raconter l'histoire. Dans le livre, on a interviewé un certain nombre de personnes, et il y a un jeune garçon que je vois il y a longtemps, il doit avoir 35 ans maintenant, donc il a 23-24 ans. Je le vois chez son père, et derrière le capteur solitaire, il y avait un énorme bloc de grès de grès des Vosges sur une remorque. Et je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire avec cette pierre? Il dit, ben, j'ai la sculpter. Ah bon, 12 ans. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu comptes en faire? Et il met à me raconter la forme qu'il voit dans la pierre. Et puis, il oublie tout ça, il suit des études pour faire plaisir à ses parents, et à 18 ans, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour les études. Et elle dit, moi je suis un manuel, je ne suis pas un intellectuel, j'ai besoin de faire les choses avec mes mains. Il se met à regarder autour de lui, il fait le tour de certains chantiers, et il tombe sur un chantier de tailleur de pierre. Et là, il y a des choses qui se réveillent en lui, et coup de chance pour lui, les gens du chantier ressentent son œuvre. Et il embauche comme apprenti. Au bout d'un an, tout étant apprenti, il dirigeait déjà une équipe, et 7 ans après, c'est lui qui a retaillé la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Et depuis, il a monté son entreprise, il taille des pierres, il a des ouvriers qui travaillent avec lui, ils refont des maisons et des édifices. Alors, vous avez laissé entendre qu'éventuellement il y aurait une forme d'hérédité, ou même de, on ne pourrait pas se parler, enfin, je ne sais pas si c'est votre vocabulaire, de vie antérieure ou d'héritage qu'on reprendrait à son compte et qui nous serait dévolu de par un certain passé de notre âme. Enfin, bon, je ne sais pas, bon, est-ce qu'on entend dans cette espèce de conception comme ça de l'itinéraire de l'âme, de la progression de l'âme, ou est-ce que c'était étranger? Je ne dirais pas jusqu'à là. Je n'irai pas jusqu'à là. Je pense que dès qu'on utilise un don, on est branché sur une énergie donnée. Et c'est une énergie qui nous transcende. Alors, j'irai plus chercher, vous voyez, les champs morphogénétiques de Sheldrake ou les annales akashiques. Sans aller jusqu'à la réincarnation. Par contre, il est clair que j'ai lu entre autres chez des magnétiseurs, de père en fils, ils ont un bon magnétisme, parfois ça saute une génération. Oui. Donc le don peut être inné et aussi héréditaire, mais pas forcément. Bon, dans ce domaine du don, est-ce que les appareils peuvent jouer un rôle, les appareils dont on a parlé tout à l'heure? On est en train de travailler. Ce serait envisageable à l'avenir, à terme, il serait possible de capter comme ça une configuration des dons des tendances. Seulement des tendances. Regardez comprendre mieux les tendances de l'individu, chercher à identifier des possibilités, des facilités. Là encore, je ne crois pas une machine qui puisse permettre de tout faire. Et j'en suis très heureux. Parce que sinon ce serait terrible. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre à travers une machine le pouvoir sur l'individu, alors que c'est tout le contraire. La machine est là pour aider l'individu à être plus conscient de lui-même. On n'arrive pas à, enfin, je crois qu'il y a on n'arrive pas à éviter complètement la notion de typologie, parce que là, par exemple, pouvoir déterminer tel et tel don, c'est aussi quand même arriver à une forme de classement en disant, voilà, telle personne, parce que le nombre de dons, il n'est pas infini, donc de toute façon, on est obligé d'orienter les gens dans une direction ou dans une autre, donc il n'y a pas 36 000 directions possibles. Une infinité de dons. Oui, quand vous avez la main verte, c'est un don. Oui. Quand vous avez le don spontané de cuisine, c'est encore un don. Vous avez des gens qui ont des dons avec les animaux. Là encore, j'ai un exemple extraordinaire dans le livre où un enfant qui a tiré tous les animaux malades autour de lui et qui apprenait à les aider et les faire coexister ensemble. Eh bien, à 35 ans, après différentes expériences, il est en train de monter une entreprise destinée aux animaux. Justement, vous avez plein de petits dons qui ne sont pas des dons spectaculaires. On s'est arrêté, quand on veut parler des dons, aux dons spectaculaires. Les dons physiques, les dons intellectuels, les dons artistiques, et puis on a tendance à oublier le reste. Et ça, c'est terrible, parce que beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans ces dons reconnus par la société se sentent un peu comme les oubliés de la création. Et bien justement, ce sont ceux-là qui m'intéressent parce qu'ils ont forcément plein de dons, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Mais c'est le mot don lui-même qui est un petit peu piégeant, quelque part, parce qu'en fin de compte, il s'agit simplement de facultés qui sont éveillées, qui sont réveillées. De talent, de mais facilité. Quand on pense au don, on pense à quelque chose qui est déjà prêt, qui est déjà tout prêt. Mais en fin de compte,
veut dire que nous sommes sculptés, nous sommes structurés par la vie et ça fait apparaître plus particulièrement certains dons plutôt que d'autres. Ce sont nos potentialités qui sont en quelque sorte développées ou pas développées, mais ce sont au départ, c'est un terrain qui est relativement vierge quelque part. Inversement, vous avez certains dons qui vont complètement orienter votre vie. Et au contraire, modifier votre vie. Il y a des moments intéressants, c'est soit quand un jeune rencontre ses dons, soit quand une personne, suite à un accident de vie ou des modifications de son environnement, tout d'un coup se remet en question et revient vers ce qu'il a tiré quand il était beaucoup plus jeune. Et là, tout d'un coup, elle met ses dons en œuvre. Alors justement, prenons l'exemple du langage. Par exemple, on ne sait pas très bien, un enfant entend parler autour de lui, mais il faut qu'il trouve lui-même le moyen de parler. Donc il y a un travail, il faut qu'il découvre en lui-même les moyens de faire ce qu'il voit faire ailleurs. Parce que vous avez un enfant, vous ne pouvez pas lui apprendre à parler. Vous pouvez lui montrer comment, vous pouvez parler devant lui, mais vous ne pouvez pas vous mettre à sa place pour qu'il sache prononcer des noms, des sons. Au départ, un enfant est une éponge, et il bénéficie de récepteurs, entre autres, les oreilles, pour la parole, et une capacité à produire qui est la gorge. Et donc, il va chercher à reproduire. Il va reproduire ce qu'il voit. Un enfant voit ce qu'il entend. Non, mais en général, il observe des choses autour de lui, il dit, cette personne, c'est quelqu'un, je suis comme cette personne, et donc je suis capable de faire ce qu'elle fait. Au départ, c'est le côté éponge, je cherche à imiter, j'apprends mon environnement. Mais il y a des gens qui ont des dons d'observation plus ou moins développés. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés pour reproduire et qui ont besoin de se construire en grande partie tout seuls, et d'autres au contraire qui ont une facilité d'intégration extraordinaire. Prenons le don musical, justement. Moi-même, je suis dans le domaine de la musique, entre autres. Il y a des personnes qui peuvent très bien faire de la musique sans avoir besoin d'apprendre la musique. Et d'autres personnes qui ne peuvent y arriver qu'en suivant une formation très structurée. Alors, on peut en discuter, parce que, là encore et surtout en France, on a voulu tout codifier, tout fixer, définir des règles, c'est pour ça qu'on crée l'art-pompier et qu'on peut tuer une bonne partie de la créativité, à force de mettre des règles. Je suis persuadé que quelqu'un qui est attiré par la musique, vous lui donnez une guitare, vous lui donnez du temps pour s'en servir. J'en parlais avec Taïtri il y a quelques temps, et vous lui mettez avec une guitare et vous laissez jouer un piano par jour, ou un piano pendant des jours et des années, et vous verrez qu'il va faire quelque chose, parce que si le don au départ, il va réussir à faire quelque chose. Voilà, il faut mettre l'enfant directement devant un instrument, et à partir de là, il faut qu'il se débrouille. Exactement. Alors qu'à trop codifier, on va bloquer la créativité. Et c'est pareil, c'est la même chose en sport d'ailleurs. Oui. Il y a de grosses aberrations qui ont été faites sur le sport à trop vouloir codifier et tuer la spontanéité de l'individu. Et quand on ne développe pas ces dons, on est obligé d'accepter ce que font les autres en étant spectateur, on ne peut plus être acteur. On n'est pas soi-même. Voilà. Mais à ce moment-là, on se retrouve en face du problème de la machine, parce que la machine, elle vient souvent suppléer l'absence de don. Si quelqu'un n'est pas doué, il peut espérer que par le biais de l'instrument, il va pouvoir compenser ou pallier ce manque. Il va être doué pour s'intégrer dans une société normalisatrice. Non, mais je veux dire que la machine, elle est plus ou moins là pour... elle se développe d'autant plus que nous n'avons pas de dons. Oui, mais enfin, si nous avions certains dons, nous n'aurions pas besoin... il y a une sorte de conflictualité là. Quand vous travaillez sur les machines, vous travaillez sur les dons, et on a l'impression que ces deux voies sont complémentaires, mais elles sont en tension l'une par rapport à l'autre. Elles sont deux voies complémentaires. Regardez, si fort que vous soyez, à un moment vous ne pouvez jamais soulever si vous reprenez une rue. Ouais. La machine est là pour vous aider à faire des tâches reproductives. Dans pas mal de cas, ce sont des machines mécaniques. Après ça, vous avez des machines de connaissance. Il y a plein de gens qui sont capables de voir et de ressentir ce que l'on est capable de mesurer. Mais ce sont encore des gens rares. Oui. Comme il n'y a pas d'éducation qui leur permet d'en arriver là, on a besoin de machines pour suppléer ces carences. Oui, mais
l'existence même de ces machines va dissuader les gens de développer des dons. Alors, je vais vous dire, et là j'ai parlé dans mon propre cas, l'outil qu'on a développé m'a permis d'aller encore plus loin par rapport à la connaissance que j'avais des choses. C'est l'homme pense parce qu'il a une main. Et c'est justement en se servant de cette main qu'il améliore constamment son savoir. Et la machine n'est qu'un prolongement de sa main. Oui. Autrement dit, l'individu ne doit pas être influencé à ce qu'a dit la machine. L'homme doit mentalement chercher à dépasser ce que lui raconte la machine et l'interpréter. Et c'est justement là où est sa liberté. Alors, la question, c'est aussi, pour rebondir sur autre chose, c'est effectivement, on parlait d'abord du savoir-faire auquel les praticiens étaient attachés, et souvent ces savoir-faire, ils sont extrêmement complexes, mais ils sont inutilement complexes. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut souvent simplifier les savoirs pour les rendre accessibles. Et moi, je pense par exemple en astrologie, je connaissais un peu ce milieu, mais ils ont des outils extrêmement compliqués, des calculs extrêmement compliqués, qui, d'après eux, exigent beaucoup d'années d'études, etc., et qui font qu'ils créent une sorte de fossé entre le praticien qui sait des tas de choses et l'homme de la rue qui ne peut pas y accéder, sinon... et est-ce qu'on ne va pas, je crois qu'aujourd'hui, on va vers... on essaie de casser cette conception des choses en faisant que les savoirs eux-mêmes doivent impérativement se simplifier, se clarifier, et on va vers l'idée on va effectivement, c'est un point important que vous avez abordé au départ, on va vers l'idée d'améliorer les outils, mais de les améliorer en les simplifiant et non pas en les complexifiant, de façon à ce que chacun puisse comprendre ce qui se passe. Parce que le problème, c'est que les gens ne comprennent pas les outils en question, et il y a certainement des systèmes qui peuvent être simplifiés et qui peuvent être mis à la disposition de beaucoup plus de gens. Il y a deux choses dans ce que vous avez dit. D'un côté, il y a la complexité du savoir, mais ce que vous avez dit pour les astrologues, on peut dire à propos des médecins, à propos des avocats, à propos des experts comptables, à propos des notaires. Il y a un savoir qui est fort et qui est conventionné, et qui est un savoir qui est protégé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a la vulgarisation de ce savoir. Internet est un outil extraordinaire en termes de vulgarisation. En même temps dangereux, parce que de plus en plus d'individus font de l'autodiagnostic par Internet en arrivant chez le médecin en disant « Ouais, j'ai ça ». Il y a des fois très sont trompés. Mais on a ces deux niveaux. D'un côté, il y a un souci d'ailleurs pour ces gens qui détenaient un pouvoir à travers ce savoir. C'était un pouvoir d'eux qui devenait souvent un pouvoir sûr. Et de l'autre côté, il y a maintenant un accès à toute l'information, ce que avait fait Pic de la Mirandole. Maintenant, nous sommes tous, avec Internet, des Pic de la Mirandole, d'une certaine manière. Et cet accès à l'information vulgarise le savoir et désacralise un certain nombre de professions qui luttent justement contre certains types d'évolution, parfois à tort, parfois à raison. C'est vrai que par exemple, si on prend le cas de certains, je sais pas, par exemple, effectivement, si on prend le cas du tarot, a priori, ce sont des gens qui élaborent des tarots, ce sont des gens qui, quelque part, paradoxalement, passent par-dessus la tête des tarologues pour que, au fond, chaque personne puisse s'en servir. C'est le type de savoir qui est fait pour que tout le monde puisse s'en servir et qu'on n'ait plus besoin de telle et telle profession pour les interpréter, etc. Enfin, c'est une espèce de dilemme. En fin de compte, aujourd'hui, on élabore, les chercheurs sont plus en phase avec le public qu'avec les praticiens. Les chercheurs qui élaborent de nouveaux concepts, ils arrivent directement à les mettre à disposition du public et finalement ils le font par-dessus la tête des praticiens jusqu'à certains points. Et donc ça crée des luttes de classe, on peut dire, des luttes sociales. Il y a des gens qui disent non, moi je ne suis pas tarot, je ne donne pas de consultation de tarot, mais par contre je peux vous proposer un jeu de tarot. Oui, mais le jeu de tarot propose quand même sur une symbolique. Et si la personne ne connaît pas la symbolique, elle aura quelques difficultés à interpréter ce qui se passe après ce jeu de tarot. Alors on va vous donner des explications, mais encore vous avez différents niveaux de connaissances. Il est clair de même qu'avec l'outil dont je vous ai parlé,
et que ce ne sera pas accessible au grand public. Voilà, je pense qu'il faut admettre des niveaux de coût de savoir. Il y a de plus en plus de vulgarisation, mais la vulgarisation reste quand même un tantinet primaire. Alors, il n'y a pas d'initiation réelle. À ce sujet, je dirais quand même que plus il y a de la pathologie chez quelqu'un, plus il est d'individualité. Quelqu'un qui est malade est plus individualisé que quelqu'un qui n'est pas malade. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelque part, par exemple, même qu'une voiture qui est en mauvais état est plus individualisée qu'une voiture qui marche bien. Parce que dès qu'il y a un dysfonctionnement, il peut y avoir 36 formes de dysfonctionnement. Alors quand il y a une norme, quand quelqu'un fonctionne normalement, eh bien, il fonctionne normalement. Donc effectivement, la diversification individuelle est souvent liée à une pathologie, à un dysfonctionnement, à quelque chose qui s'est détraqué. C'est ça qui est aussi un paradoxe, c'est-à-dire que plus nous sommes dans l'individuation, c'est pas forcément un objectif en soi, parce que si l'individuation implique d'être malade ou d'être anormal, ça fait problème. Vous avez une conception bizarre de l'individuation. Je peux m'individualiser en étant moi et sans être malade, au contraire. Au plus je serai moi, au moins je serai malade, puisque je ne retiendrai pas les énergies qui m'animent. Il y a effectivement ces deux lectures, mais il y a aussi le fait qu'effectivement, par exemple, si on prend les cas des voitures, on peut avoir des usines où on fabrique des millions de voitures, mais si la voiture a un problème, il faut aller voir un spécialiste pour régler ce problème. Donc c'est parce qu'elle a eu un problème qu'on va aller voir un garagiste, un réparateur, etc. Là, si la voiture fonctionne normalement, on n'a pas besoin de réparateur. Oui, mais la codification des pannes correspond à un tableau exactement comme la médecine. Oui. On est capable, je veux dire, j'ai créé des services à présent à un moment dans ma vie, et le dépannage premier niveau, c'était 90% des pannes. Donc on n'avait pas besoin de professionnels pour diagnostiquer la panne. Oui. Et il y avait 10% qui nécessitaient le professionnel. Et d'ailleurs, on le voit maintenant, puisqu'il y a tellement d'électronique dans les voitures, c'est qu'on passe ça sur le banc et on est capable de diagnostiquer la panne. Oui. Donc mais la panne, justement, c'est ce qui va faire qu'il va falloir s'intéresser spécialement. On s'intéresse à une personne ou un objet ou une voiture que parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, et si ça va bien, il ne se différencie pas, quelque part. Là, vous parlez de... Ou alors il se différencie par ses dons. Alors, donc il y a deux catégories de différenciation. Soit on se différencie par le haut, soit on se différencie par le bas. Si on est malade, on se différencie par le bas. Si on est très doué, on se différencie par le haut. Et puis on peut se différencier par ce qu'on fait de négatif ou par ce qu'on fait de positif. On peut se différencier par un excès d'égoïsme ou par un altruisme extraordinaire. On peut se différencier de... Mais entre ces deux extrêmes, on a une norme moyenne qui ne fait pas problème en soi. Il y a des conventions. Il y a des conventions qu'on respecte, des conventions qu'on ne respecte pas, et un non-respect acceptable et un non-respect non acceptable. C'est un peu plus complexe, justement. Il y a, à travers les normes sociales, des espaces de liberté qui permettent l'expression de l'individuation, pas forcément à travers la maladie. Je suis bien d'accord. Mais malgré tout, c'est vrai que les métiers qui s'intéressent au cas particulier sont généralement des métiers qui s'intéressent à des pathologies. Peut-être que c'est une erreur. Ou à du mal-être. On va dire à l'expression d'un mal-être. Voilà. C'est que quand quelque chose... Alors, a-t-on raison, parce que la notion de norme, elle peut complètement varier selon les modèles qu'on utilise. Telle personne va être normale selon tel modèle et il ne va pas être normal selon un autre modèle. Tel modèle va par exemple intégrer ce qu'on appelait autrefois anormal en disant c'est normal. Voilà. Donc effectivement, la notion de normalité, elle est variable selon les modèles et les grilles utilisées. On reprend les bases de l'analyse marxiste à ce niveau-là. Il y a une superstructure qui a été définie, qui est une superstructure culturelle qui définit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, en fonction des intérêts qu'il faut préserver. Alors justement, donc toute recherche dans ce domaine peut faire évoluer les normes. Alors, par exemple, dans votre domaine, il est possible que des choses qui avaient été apparues comme normales soient normales, et des choses qui apparaissaient comme anormales deviennent normales. C'est-à-dire qu'il y a constamment des enjeux de normes qui sont à la clé de toute progression dans la connaissance. Plus on progresse sur la conscience, et plus on fait évoluer les normes. Oui. Ça, c'est très clair. Donc et notre job, c'est
conscients, moins ils seront manipulables. Effectivement, bon, moi qui travaille beaucoup sur les hommes et les femmes, c'est vrai que pour moi, de toute façon, on sait très bien par exemple, que tel comportement va paraître normal de la part d'un homme et pas normal de la part d'une femme. On va être accepté de la part de l'un et pas de la part de l'autre, ou d'un enfant et pas d'un adulte. Donc effectivement, le jugement que l'on portera sur quelqu'un, il est fonction du type de la personne, de ce que cette personne on peut en attendre ou pas en attendre. Vous parlez des attentes. Les attentes sont déjà un conditionnement social. Eh bien oui. Ça correspond donc justement à l'empreinte que met la société et qui a défini la normalité ou la non-normalité, l'acceptabilité ou la non-acceptabilité. Mais la société, c'est aussi la société, elle est totalement dépendante des modèles qui sont élaborés. Donc, il y a la société les modèles qui portent ces modèles. Et le reflet de ces modèles, c'est ça, exactement. Donc c'est quand même au départ les modèles en amont qui vont marquer la société et cette société va apporter des jugements. Mais ces modèles ne sont que la partie superstructure. Oui. Voilà. Toujours pour assurer la continuité du pouvoir en place. Oui. Alors là, bon, là, vous nous engagez sur une voie, pas forcément le pouvoir en place. Si vous élaborez un modèle psychologique ou un modèle psychique nouveau ou un modèle de genre au sens sexuel nouveau, c'est pas forcément pour valider le pouvoir en place. C'est aussi parce que simplement la science elle-même va montrer que tel et tel facteur n'est pas ce qu'on croyait qu'il était, il n'a pas la même signification que l'on croyait, et qu'il n'est pas forcément, dans un contexte donné, ce qu'on croyait comme une aberration ne l'est pas forcément. Mais certaines recherches ont écouté dans l'œuf justement parce qu'elles ne sont pas conformes. Voilà. C'est regarder ce qui est arrivé à Galilée quand les dictateurs sont autour du soleil. Oui. Et on peut en citer des centaines et des milliers. Oui. Y compris de nos jours. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que la notion de norme que l'on est, elle est effectivement tributaire des recherches qui sont faites et il y a des choses qui sont acceptées. Oui, c'est cela. Par exemple, quand on travaille sur le plan cyclique, comme je le fais, à tel moment, certains comportements sont attendus comme certaines évolutions, certains changements de comportement sont normaux. Même si on peut être choqué par en se disant mais pourquoi il y a eu ce changement? Et certains changements font sens. Si on n'a pas cette clé-là, ils ne font pas sens. À ce moment-là, on va tomber dans... Donc si ça fait sens, il n'y a pas à traiter. Et si ça ne fait pas sens, il faudrait traiter. C'est toujours le combat des anciens et des modernes. Écoutez, on va conclure sur ce point. Et vous vouliez montrer votre machine? Bien sûr, je vous l'ai montré maintenant.